Tu les as trouvées, toi, les solutions pour réduire ton empreinte carbone? Bon, il y en a qui parlent de gaz à effet de serre, d'autres d'empreinte carbone, mais au final, ce qui compte, c'est bien de réduire le CO2, non? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler non pas du, mais des gaz à effet de serre. On va aussi évoquer ensemble l'équation de Kaya qui donne des pistes pour décarboner. Attention, c'est parti! Commençons par quelque chose qui va certainement te surprendre. Le principal gaz à effet de serre, ce n'est pas le CO2. Et non, le principal, c'est H2O, c'est la vapeur d'eau. Et quand on y ajoute d'autres gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane, l'effet de serre augmente, séquestrant au passage une partie de la chaleur issue du rayonnement solaire. Le graphique qui apparaît nous montre la répartition des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Il ne présente pas les gaz à effet de serre naturellement présents dans l'atmosphère, comme l'eau par exemple. Enfin, si les gaz à effet de serre existent naturellement, c'est peut-être pas si grave d'en ajouter un peu, si? C'est un peu plus sérieux que ça. Sur le graphique de gauche, on voit qu'à 20 ans, 52% du réchauffement climatique est attribué au CO2 et 42% au méthane. Le méthane a un pouvoir réchauffant de l'atmosphère qui est bien supérieur au CO2, mais on libère beaucoup moins de méthane que de CO2. Et ça illustre un vrai problème. Même si à l'unité, une molécule de CO2 ne réchauffe pas beaucoup, on en libère tellement que son impact est très important. Tout ça est encore pire quand on regarde la partie de droite. À 100 ans, 73% du réchauffement est attribué au CO2 et seulement 20% est attribué au méthane. C'est pour une raison très simple, c'est que le méthane se dégrade plus vite que le CO2 qui met environ 100 ans à se dégrader. Donc tu vois, l'impact du CO2 sur l'atmosphère est important non seulement parce qu'on en rejette beaucoup, mais en plus parce qu'il reste longtemps. Ça veut dire que même quand on aura réduit les émissions de CO2, les effets du réchauffement continueront à se faire sentir durablement. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut décarboner l'économie et faire en sorte de réduire nos émissions de CO2. Alors, posons-nous ensemble cette question. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vu le nombre d'États qui a signé l'accord de Paris, on ne doit pas être trop mal, non? Eh bien justement, le graphique que tu peux voir compare les émissions de CO2 actuelles avec les objectifs de la COP21. En haut, on voit le niveau actuel des émissions qui est à 10,8 tonnes d'équivalent CO2 en moyenne pour un Français. Dans cette moyenne, on inclut les importations. Ça veut dire que l'empreinte carbone d'un produit fabriqué par exemple en Chine est attribuée non pas à la Chine, mais à la France qui a importé ce produit. Donc pour un Français moyen, c'est 10,8 tonnes de CO2 en 2019. Ce qu'on voit juste en dessous, c'est le niveau de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré au maximum par rapport au niveau pré-industriel. Cela impliquerait de passer à 2 tonnes d'équivalent CO2 par individu d'ici 2050 en moyenne mondiale. Aujourd'hui, un humain en moyenne sur cette planète émet 4,5 tonnes de CO2 par an. Il y a donc des efforts colossaux à réaliser, en partie par les pays les plus fortement émetteurs. Bon, et justement, c'est quoi la solution? Très bonne question. Un certain Yoshi Kaya s'est lui aussi posé la question. Il a modélisé une équation qui présente 4 facteurs pouvant contribuer à la baisse des émissions de CO2. Je te propose qu'on les détaille tout de suite ensemble. Le premier facteur concerne la démographie. Si l'on réduit la population mondiale, les émissions de CO2 vont fortement baisser. C'est logique. Si chaque individu rejette en moyenne X tonnes de CO2 et qu'on diminue le nombre d'individus, eh bien la quantité de CO2 émise sera forcément plus faible. Il y a un autre facteur sur lequel on pourrait agir. Il concerne le mix énergétique. Là, on parle bien sûr de la filière de production d'électricité, mais pas seulement. On doit aussi intégrer toutes les énergies qu'on utilise directement, comme le carburant dans la voiture thermique ou le gaz dans une chaudière. Globalement, entre 1970 et 2005, notre ratio de CO2 par énergie s'est amélioré d'environ 10%. C'est encourageant. Et on peut faire encore mieux en allant vers des énergies moins carbonées, comme l'éolien ou le solaire, dans une certaine mesure. Le troisième facteur, selon Kaya, c'est l'efficacité énergétique. Cela correspond à la quantité d'énergie par unité de PIB ou bien au nombre de kilowattheures nécessaires pour fabriquer un produit ou un service. Là encore, on s'est amélioré. Entre 1970 et 2010, notre efficacité énergétique a progressé de 30%. Allez, un petit dernier? Un petit dernier en effet, c'est le pouvoir d'achat. On peut le calculer en divisant le PIB par la population.
Le rêve de l'Europe, c'est d'avoir un pouvoir d'achat en croissance de 2% par an. Mais imagine un peu, sur 40 ans, cela reviendrait à multiplier le pouvoir d'achat par 2,2. On se doute bien que si l'on veut baisser les émissions de CO2, faire x2,2 sur un élément de l'équation entraîne forcément des gros ajustements sur les autres composantes de l'équation. Allez, je te propose de faire le bilan des 50 dernières années. On a bien amélioré l'efficacité énergétique de 30%, on a un peu fait progresser le mix énergétique, 10%, mais le pouvoir d'achat et la population mondiale ont explosé. Donc ce que tu peux retenir, c'est qu'on a augmenté nos émissions de CO2. Je me doutais bien que le bilan n'allait pas être très réjouissant. En fait, ce que montre le modèle de Kaya, c'est que si l'on veut baisser les émissions de CO2, il faut agir sur l'ensemble des indicateurs. Alors là, tu vas me dire, et comment on fait ça? Eh bien, on y va étape par étape, méthodiquement. Les ingénieurs ont travaillé depuis très longtemps à l'amélioration de l'efficacité énergétique, donc c'est un levier tout à fait pertinent. Mais si l'on prend par exemple l'automobile, on se rend compte que les rendements sur les moteurs ne font plus de progression suffisamment significative pour compenser l'accroissement de la taille et de la masse des véhicules. Et comme le pouvoir d'achat a augmenté, les gens peuvent se permettre d'acheter des voitures plus grosses qui consomment plus. Donc, de manière purement mathématique, si l'on voulait baisser les émissions de CO2, une solution pourrait être d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire le pouvoir d'achat. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi. Le pouvoir d'achat est un sujet très sensible. Pour de nombreux Nord-Américains, par exemple, ce pouvoir d'achat est non négociable, comme l'avait formulé George Bush au sommet de la Terre de Rio en 1992. Et c'est le cas pour à peu près tous les peuples à l'échelle mondiale qui, même si les formules sont parfois moins directes, n'ont aucune envie de voir leur pouvoir d'achat diminuer. En effet, je connais peu de personnes qui souhaitent réduire leur salaire afin de faire baisser les émissions de CO2 mondiales. Alors, comment conjuguer un pouvoir d'achat constant, voire en hausse, avec une baisse des émissions de CO2? Eh bien, il nous reste 3 facteurs sur lesquels on peut travailler. L'efficacité énergétique, le mix énergétique et la population. La population, ce n'est pas vraiment traité. On le voit, il y a très peu de pays qui ont mis en place des politiques de contrôle des naissances. La Chine l'a fait, mais elle a progressivement arrêté à partir de 2016. Aujourd'hui, ces politiques ont quasiment disparu du globe. La population continue à augmenter et on ne régule donc pas. Il nous reste 2 facteurs pour l'efficacité énergétique. On vient de le voir, elle progresse, mais pas significativement. Alors, il nous reste le mix énergétique. En effet, ce mix énergétique progresse. On injecte de plus en plus d'énergie bas carbone pour faire en sorte de décarboner ce mix énergétique. Mais le problème, c'est qu'on n'y est pas encore. On est très loin aujourd'hui de pouvoir supprimer les fossiles qui sont la base du problème des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Si on dit qu'on ne traite que le mix énergétique sans toucher au pouvoir d'achat, à l'efficacité énergétique ou un tout petit peu, et pas non plus à la population, on va avoir énormément de mal à faire baisser les émissions de CO2. Il y a donc un travail immense pour faire en sorte de jouer sur les différents facteurs de réduction des émissions de CO2 sans que la population se sente lésée ou soit lésée. Et c'est un défi qu'on va devoir relever collectivement. J'espère que tu es prêt à relever ce défi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.